Une sorcière, telle qu'on l'entend, c'est une femme qui est plutôt indépendante, qui rentre pas dans les cases, qui arrive à vivre sans un mari, sans la protection d'un mari, peut-être sans la protection de l'Église, qui va soigner par sa connaissance des plantes, etc. Et donc finalement prendre une place et un pouvoir qui est plutôt dérangeant en fait. Donc une sorcière, ça va être une guérisseuse, mais si c'est un homme qui l'exerce, c'était un apothicaire. Et on les brûlait pas. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une interview durant laquelle, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un roman. Roman qui s'intitule L'île aux sorcières, dont l'autrice Clélia Sesky nous parle ici à travers tout l'univers qui est le sien. Clélia, dans cet entretien, nous parle également de sa conception de l'invisible, des sorcières, de magie, mais aussi du processus créatif qui fut le sien lors de l'écriture de ce roman. Un grand merci à toi Clélia pour cet entretien aussi passionnant que léger, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Merci à tous pour votre fidélité, je vous souhaite une très belle écoute. Alors bonjour Clélia et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis vraiment très content de t'accueillir. Et en plus pour un épisode assez atypique parce que c'est la première fois qu'on va parler d'un roman et qu'on va pas parler de pratique ou de médiumnité en particulier. Alors pour commencer et parler justement de ce roman qui s'appelle L'île aux sorcières, est-ce que tu peux tout simplement nous le raconter à ta manière ? Alors, L'île aux sorcières, c'est une histoire, c'est surtout une histoire de femmes. C'est une histoire qui se passe en Martinique à l'abolition de l'esclavage, donc en 1848. Et en fait, entre ce moment de l'abolition de l'esclavage, on a l'histoire d'une famille de planteurs, et plus particulièrement de Blanche, qui est une de mes 3 héroïnes. En fait, Blanche, elle a 18 ans. Et elle doit épouser un homme qui a été choisi par son père. Donc voilà, comme ça se faisait à l'époque, hein, les femmes n'étaient pas libres de choisir qui elles voulaient, libres de leur destin. Leur possession passait de leur père à leur mari, voilà. Mais c'est aussi une histoire d'amour. Donc Blanche, elle est obligée d'épouser un homme qu'elle n'aime pas, mais voilà, il y a une histoire d'amour qui arrive derrière. Et en fait, au cours de l'histoire, on va lui révéler le secret de sa naissance et tous les secrets de famille qui ont été cachés de génération en génération. Et donc en fait, Blanche et ses descendantes, puisque ça se passe sur plusieurs générations, c'est voilà, les héroïnes de cette histoire où on retrouve beaucoup de magie. C'est pas exactement du vaudou, parce que le vaudou c'est une tradition qui vient d'Haïti, mais on appelle ça le quimbois en Martinique. Mais bon, ça a les mêmes racines, hein, le vaudou et le quimbois, ça vient d'Afrique. Donc c'est vraiment une histoire où on mélange des traditions africaines, des croyances avec beaucoup de syncrétisme finalement, puisque toutes ces croyances africaines, elles se sont mélangées aux croyances chrétiennes et aux saints chrétiens pour que les esclaves puissent continuer finalement à exercer leur foi et leur croyance en étant tranquilles. Donc en fait, cette famille de colons, cette famille de femmes, elle s'approprie toute cette histoire parce qu'elle y est mêlée de près ou de loin, et là je veux pas tout spoiler tout de suite. Mais voilà, c'est 3 femmes fortes avec des personnalités vraiment particulières et qui s'emparent un peu de leur histoire, de malédiction familiale pour s'en libérer, pour tracer leur route. Alors, bon, évidemment, j'ai lu ce livre et je vous cache pas qu'il m'a beaucoup plu. C'est le genre de roman qui fait du bien à lire parce que on est tenu en haleine du début jusqu'à la fin, et c'est moi tout à fait ce que je recherche quand je vais chercher un livre. Maintenant, quand je l'ai lu, je me suis posé plein de questions sur déjà pourquoi placer l'action dans ce cadre-là. Est-ce que toi personnellement, il y avait un intérêt pour je sais pas, cette période, ce contexte historique avec l'abolition de l'esclavage, et puis pour en revenir à ce que tu disais, quelque part la magie de ce qu'un bois, et puis du lien au vaudou, quoi.
Alors, pourquoi ce contexte? Oui, pour moi, ça a toujours été. Alors, j'ai pas d'origine martiniquaise ni rien, mais ça a toujours été un contexte qui a été très évocateur pour moi depuis, je pense, mon enfance, quand, enfin voilà, j'ai vu comme tout le monde Autant n'emporte le vent, et ce contexte de l'esclavage a toujours été très évocateur, important pour moi. Euh, donc c'est vrai que je voulais écrire sur ce thème-là. Après, le fait que ça se passe en Martinique, pour moi, c'était plus facile en termes de recherche, de documentation, parce que c'était une île française et que c'est de l'histoire française. Donc, pour trouver des sources et me documenter, c'était beaucoup plus facile. Euh, et puis la Martinique, c'est une île où je suis allée, donc voilà, le choix s'est fait un peu comme ça, mais l'histoire m'est venue avant de faire le choix du lieu. Voilà, c'était plutôt une atmosphère, un contexte, quelque chose d'historique que je voulais raconter, et en même temps une histoire plus personnelle, voilà. Ok, et cette histoire, elle tourne autour de femmes. Ouais. Pourquoi ce choix-là? Peut-être parce que je suis une femme. C'est peut-être ça. Peut-être. Tu marques un point. Pourquoi elle tourne autour de femmes? Parce que alors déjà oui, parce que je suis une femme et que je le vis comme ça. Je trouve intéressant cette espèce de fil un peu lumineux qui va relier les générations entre elles, à travers ce qu'on va se transmettre. Et souvent, allez, toi, t'es bien placée pour le savoir en tant que thérapeute en hypnose transpersonnelle, mais souvent, on parle beaucoup du transgénérationnel dans son côté plutôt sombre, puisqu'on peut se transmettre de génération en génération des bagages, des poids, des traumas, enfin plein de choses qui vont nous ralentir. Mais en tout cas, moi, dans mon histoire, ce lien ténu entre toutes les femmes de plusieurs générations, c'est plutôt quelque chose d'assez lumineux en fait qu'elles se transmettent, parce que on parle beaucoup d'amour en fait dans ce roman. C'est beaucoup c'est beaucoup d'amour, d'amour de femmes pour des hommes, de femmes pour leurs enfants, et puis cette espèce de magie qui est alors je le décris, et du coup on va en parler de cette magie, mais comme quelque chose une magie qui va s'infuser dans le sang des descendants d'un sorcier auquel elles sont liées, donc qui remonte à plus de 300 ans. Et en fait, cette magie, elle va s'infuser de génération en génération jusqu'au moment où elle va pouvoir se révéler, en fait. Et c'est un élément déclencheur qui va le révéler, un choix, en fait, que l'une d'entre elles va faire. Et donc, voilà, je trouve que c'est beau, en fait, cette manière de raconter le transgénérationnel. Et ça me parle en tant que femme, parce que c'est vrai que par l'enfantement, par la naissance, on voit vraiment en fait cette transmission, ce lien. C'est intéressant que tu parles de transgénérationnel. Effectivement, c'est vraiment ce qu'on ressent à travers ce livre. Et pour le coup, c'est ce que je peux constater dans ma pratique quotidienne. Et tu as raison d'insister sur le fait que souvent, bien souvent d'ailleurs, hein, c'est des ressources en fait. C'est des choses positives qu'on se transmet, des capacités d'adaptabilité, de force, voilà, c'est plein de ressources, et on a l'habitude de le voir un peu sous l'angle négatif. D'ailleurs, c'est un peu l'idée, et pour en revenir à la magie, on parle souvent de magie noire, magie blanche, mais c'est un peu l'idée aussi de ce côté lumière et plutôt ombre. Il y a aussi beaucoup de choses positives dans cette idée de magie blanche, en fait. Et moi, dans ce roman, la magie, c'est vraiment quelque chose d'assez subtil en fait. Finalement, c'est pas, j'écris pas une histoire sur Harry Potter à l'école des sorciers. C'est pas du fantastique en fait que j'écris. C'est vraiment plutôt quelque chose d'assez réaliste. Alors pour quelqu'un comme moi qui est hypersensible, qui a, on va dire, une connexion à l'invisible, et puis une sensibilité à tout cet univers.
qui fait partie finalement du quotidien de plein de gens. Donc voilà, on n'est pas dans du fantastique, c'est pas des pouvoirs magiques qui permettent de se téléporter ou j'en sais rien. Il y a rien de spectaculaire. Finalement, dans la manière dont je le raconte, la magie c'est plutôt voilà une sensibilité à l'invisible, c'est plutôt une vraie connexion à la nature, et c'est comment utiliser les ressources finalement qui sont autour de nous, les forces énergétiques qui sont autour de nous, donc de la nature, pour les transformer et agir sur la réalité. Et c'est comme ça que beaucoup de gens expliquent et expérimentent la magie. Donc il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien de vraiment très spectaculaire, c'est juste que dans ce contexte de vaudou, de quimbois, les esprits en fait finalement vivent avec les vivants. Enfin, les esprits et les vivants cohabitent beaucoup, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces traditions, c'est que ça fait partie en fait du monde réel. Il y a pas de séparation entre les deux. Tu vois, il y avait la fête de Samhain là le 31 octobre où bah c'est le moment où on se reconnecte à nos ancêtres, où on fait on dit que le fil le lien entre l'invisible et le visible est plus ténu. Bah dans ces traditions là c'est tous les jours en fait, c'est voilà. Et donc on les voit beaucoup, ils sont très présents dans le livre, tous ces esprits, ils sont très très présents, et c'est tout à fait normal pour tout le monde, et donc la magie c'est vraiment quelque chose qui fait partie du quotidien. Oui, c'est vrai que vu de notre point de vue très occidental et de notre comment dire, héritage culturel, c'est difficile à appréhender, alors que dans d'autres civilisations, et je pense aussi à toutes les civilisations sud-américaines, Amérique centrale, le Mexique notamment, c'est quelque chose de très quotidien en fait, cette présence, cette invocation des esprits, on a l'impression qu'il n'y a pas cette barrière entre le visible et l'invisible comme nous on peut la concevoir. Bah après, il y a beaucoup de femmes guérisseuses qui ont été brûlées comme sorcières dans dans les pays latins. Donc ça explique aussi que dans nos pays, c'est plutôt quelque chose de caché, quelque chose d'assez honteux. Mais oui, c'est pas partout le cas. D'ailleurs, ça me fait naître une question qui est, pour toi, c'est quoi une sorcière? Parce que en fait, je m'aperçois là, en le disant que bah, c'est un concept qui est très abstrait finalement. Pour toi, c'est quoi? Ouais. Bah, une sorcière, pour le coup, c'est vraiment un terme qui a été construit de manière sociologique. Une sorcière, bah, telle qu'on l'entend, c'est une femme qui est plutôt indépendante, qui rentre pas dans les cases, qui arrive à vivre sans un mari, sans la protection d'un mari, peut-être sans la protection de l'Église, qui va soigner par sa connaissance des plantes, etc. Et donc finalement remplacer, prendre une place et un pouvoir qui est plutôt dérangeant en fait. Donc une sorcière, ça va être une guérisseuse, mais si c'est un homme qui l'exerce, c'était un apothicaire. Et on les brûlait pas. Donc finalement, aujourd'hui, je trouve que, je pense que le mot sorcière, il a plus de raison d'être. Je pense que toutes les femmes qui ont une sensibilité à la nature, à l'invisible, qui ont cette, je dirais pas de don, mais cette volonté de soigner et de prendre soin, et qui arrivent à vraiment écouter leur intuition, communiquer avec de manière beaucoup plus connectée avec notre monde, qui n'est pas le monde peut-être des villes très frénétiques, très déconnectées, mais qui est plutôt les énergies, on va dire, de l'univers. Bah, toutes ces femmes-là, on peut les appeler, on peut dire que c'est des sorcières. Et on peut aussi parler d'hommes sorciers. Enfin, Ben, j'en connais un paquet du coup. Hein. Non, mais tu vois, je pense que sorcière, c'est un terme qui a plus lieu d'être. Oui, et on comprend à travers ce que tu lui dis que finalement, c'est un terme qui a été instauré pour classer une certaine partie de personnes qui dérangeaient quelque part dans une catégorie et les éliminer entre guillemets. Effectivement, ça a plus forcément lieu d'être aujourd'hui. Toi, donc on a parlé tout à l'heure de magie, magie noire, magie blanche.
J'aimerais bien avoir ta vision, ta conception de ce que c'est que la magie noire et la magie blanche. Bah, c'est marrant parce que tu vois, j'en parle un peu dans le roman parce que donc en fait mon héroïne à un moment doit faire un choix qui l'a fait un peu basculer d'un côté un peu obscur puisque en fait finalement elle fait un choix en fait pour reprendre sa liberté qui lui fait faire quelque chose qui est pas forcément justifiable du point de vue de la morale. Et en fait, elle est guidée dans tout son apprentissage de la magie par un sorcier qui, lui, se pose pas du tout en fait ce genre de questions. Pour lui, il n'y a pas de magie noire et de magie blanche. C'est les esprits, les dieux, tout ce que tu veux, m'ont donné ces pouvoirs, le pouvoir de faire plein de choses. C'est que c'est le plan du grand schéma de l'univers, c'est le plan de Dieu, c'est voilà. Et moi, je suis juste un instrument finalement de Dieu pour répondre aux besoins des gens qui viennent me consulter. Donc pour lui, il se détache complètement de cette notion de karma. En tout cas, lui, son karma à lui n'est pas du tout impacté, puisque chacune des personnes qui vient le voir avec une intention, finalement, prend la responsabilité de ce qu'il demande, de l'action qui va être commise, en fait. En connaissance de cause ? En connaissance de cause, bien sûr. Et en fait, finalement, pour moi, là, entre magie noire et magie blanche, tout dépend de l'intention. Après, je suis pas une professionnelle, j'ai pas étudié en profondeur. On pourrait ne pas le penser à la lecture du livre parce que c'est quand même assez poussé en termes de recherche, mais je me suis jamais vraiment intéressée à la magie noire. C'est pas quelque chose qui m'attire du tout. Le vaudou, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, ça a vraiment un peu cette image-là. Mais de la manière vraiment dont je le vois, le sorcier vaudou, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs, c'est comme ça, il les a acceptés. Et en fait, les gens qui viennent le voir, entre guillemets, payent les conséquences. Il y a toujours un échange. Hein. C'est clair que c'est pas gratuit. Quand on prend quelque chose, il faut donner en retour. Et donc, en fonction de l'intention qu'on met, est-ce que c'est de la magie blanche, est-ce que c'est de la magie noire ? Je dirais que la magie noire, c'est quand on a une intention de nuisance, et la magie blanche, c'est quand on a une intention plutôt bénéfique. Mais alors, si on va dans cette direction, ça veut dire que en fait, de la magie noire, de la magie blanche, on en fait tous les jours, parce que des intentions positives envers des personnes ou des intentions un peu moins sympathiques, on en a très régulièrement, en fait. Oui, mais est-ce que le fait d'avoir une intention te définit comme un sorcier Alors, sauf si tu ouvres un cercle, que tu prends tes ustensiles de magie et que tu récupères tous les éléments. Voilà, t'en es pas là. On est d'accord. Tu fais pas un rituel, t'invoques pas des esprits. Voilà. Mais oui, je pense qu'en fonction des esprits que tu vas invoquer et de l'intention que tu vas y mettre. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que quelque part, on appelle magie blanche et magie noire quelque chose qui pourrait s'apparenter à quelque chose de très très quotidien pour plein de personnes, en fait. C'est que c'est simplement des intentions, et c'est la puissance de l'intention et l'énergie que ça crée derrière, que tout ça soit né d'un processus très conscient ou plus ou moins inconscient. Ouais, moi il y a autre chose aussi qui je pense fait partie, différencie peut-être les deux, c'est que dans tout ce qui est magie blanche, on part du principe que on respecte le libre arbitre des autres, et donc on va jamais créer un rituel ou quelque chose. Et encore une fois, je suis pas une professionnelle de la magie et je pratique pas la magie. Enfin, je suis juste romancière. Mais on va jamais faire quelque chose qui va priver le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Par exemple, quelqu'un qui va vouloir faire un rituel pour attirer l'amour ne va pas le faire en disant je veux récupérer mon ex ou je veux que telle personne tombe amoureux de moi, parce qu'on ne prive pas le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Toi, Clélia, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à l'invisible, justement, de comment tu le conçois, ce rapport-là, dans ton quotidien ? En fait, moi, je suis quelqu'un de très... avec beaucoup de perception.
Donc je pense que j'ai un rapport à l'invisible qui est assez développé, malgré le fait que je vive dans une grande ville et que c'est pas toujours facile de l'entendre et de l'écouter. Pour autant, je me considère pas comme ayant un don. J'ai des intuitions très fortes, j'ai des prémonitions, je fais des rêves. Quand je m'amuse à tirer les cartes, en général, il y a toujours des trucs assez clairs qui se dégagent et je le fais volontiers pour toutes mes copines. Mais voilà, je ne considère pas que j'ai un don, je suis quelqu'un qui est hyper sensible et pour moi, ma vision de la chose, c'est que, et un peu rationnelle aussi, ma vision de la chose, c'est que mon hypersensibilité, en fait, c'est des antennes qui sont peut-être plus longues et plus déployées que la moyenne des gens. J'ai un système nerveux qui fait que toutes les informations qui sont captées sont analysées très très vite et me sont transmises à ma conscience sous forme d'images. Et donc, c'est comme ça que j'explique les intuitions fortes que je peux avoir. Oui, d'accord. C'est-à-dire que quelque part, c'est la caractéristique de l'hypersensibilité qui fait que ça t'ouvre un pont vers l'énergie des personnes que tu côtoies et qui te transmet des informations, quelles qu'elles soient, sur les gens qui sont en face de toi, quoi. Ouais, Okay. je l'analyse comme ça. Avec, j'imagine, du coup, le côté un peu moins sympa de cette situation qui est que, du coup, tu fais un peu éponge de ce que peuvent être les états émotionnels des personnes qui t'entourent, c'est ça? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est vrai que jusqu'à ce que je sois capable de me protéger, en tout cas de maîtriser cet aspect un peu négatif, le côté sombre de la pièce, j'arrivais pas à écouter autant mon intuition. Parce qu'effectivement, j'étais plutôt en mode blocage. Je voulais rien capter de mauvais, surtout qu'en vivant encore une fois dans une grande ville, forcément tu croises beaucoup de monde toute la journée, tu prends des bains de foule et c'est un peu overwhelming. Mais à partir du moment où j'ai réussi à protéger mon énergie et à réussir à savoir filtrer en fait finalement ce que je voulais prendre et ce que je voulais pas prendre, c'est là que vraiment je me suis rendu compte que waouh, j'ai une super intuition, quoi. Ouais. Alors, je pense qu'il y a dans les personnes qui nous écoutent, il y a un paquet de personnes comme toi, hypersensibles. Tu peux nous dire comment toi, tu as réussi à te protéger justement de tout ça et du coup, forcément, ça servirait de conseil à toutes les personnes intéressées. Ouais, alors moi je pratique la méditation depuis très très longtemps, puisque j'ai une maman qui est professeure de yoga et donc quand j'étais ado, j'ai appris à méditer. Donc ça c'est quelque chose qui me permet vraiment au quotidien de me recentrer sur moi et de faire taire en fait le bruit extérieur. Ça c'est une pratique quotidienne qui est hyper importante. Après, il y a quelque chose que je pense que la visualisation, les exercices de visualisation aident beaucoup, tu vois, le fait de se visualiser dans une espèce de bulle d'énergie blanche, protectrice, etc. Quand on est à l'extérieur, en fait, c'est des réflexes qui permettent de se sentir centré et présent, tu vois, de pas sentir son énergie qui s'enfuit, d'avoir des fuites d'énergie et de se sentir appelé un peu partout quand on est dehors et que ton attention forcément elle est prise un peu partout, tu croises quelqu'un qui va avoir un regard très chargé et du coup tu vas être impacté. En fait, ça permet vraiment de se sentir présent et avec plus de puissance, tu vois, dans sa présence. Comme quelque chose un bloc très cohérent, tu formes un bloc très cohérent, tes énergies forment quelque chose de j'avance quoi, je suis là et non, je me laisse pas impacter et disperser partout. Donc ça c'est un peu de la visualisation, mais plus t'en fais, plus ça devient automatique. Et après, moi, il y a quelque chose que j'ai réussi à développer. Le plus dur, finalement, au bout du chemin, ça a été d'être dans des foules, tu vois, d'être dans des foules parce que vraiment, là, c'est compliqué. En plus, je suis pas très grande. Et en fait, quand ça m'arrive, pour le coup, je m'imagine en train de flotter au-dessus. Donc en fait, c'est comme si je me déconnectais un petit peu de tout ce qui peut se passer autour et je flotte un peu au-dessus et du coup
ouf, ça va mieux, je respire, j'ai l'impression que je fais 2 mètres et que je peux regarder un peu au-dessus de la foule et de respirer et je me fais pas impacter par tout ce qui peut se passer autour de moi. Voilà. Ok. On va parler du livre dans le sens du processus d'écriture parce que ça m'intéresse dans l'acte qui est l'écriture. Déjà, c'est ton premier roman, donc comment tu te dis, toi, tiens, je vais écrire est-ce que tu as dû franchir des obstacles particuliers pour arriver à accoucher de ce premier roman? La flemme. Alors, comment j'en suis arrivée là? En fait, mon arrière-grand-père était écrivain. Il était très connu à son époque. Et je pense que ça coule un peu dans les veines de la famille, un peu comme la sorcellerie chez mes héroïnes. Voilà. Donc oui, l'écriture, ça a un peu été toujours mon mode d'expression favori. Déjà au lycée, etc. J'avais eu des prix de poésie. Enfin bon, voilà, je savais que j'étais douée pour ça, que j'adorais ça et qu'un jour, si jamais j'avais l'inspiration, j'aurais adoré écrire un roman et il manquait plus que l'inspiration finalement. Et comme beaucoup de monde, au moment du Covid, quand le bruit extérieur s'est tu, j'ai eu plus de temps pour nourrir mon monde intérieur et effectivement c'est à ce moment-là que l'idée est venue. Alors elle est venue tout d'un coup, ça a été comme téléchargé, tiens, pof, la trame d'un roman. Le dossier. Voilà, tu l'attendais, il est là. Donc la trame du roman, donc là, autant te dire que j'étais comme une ouf sur mon téléphone en train de prendre toutes les notes que je pouvais. Et puis après, il y a un temps un temps de mûrissement, quoi. C'est finalement la créativité, elle vient quand tu la laisses venir, elle vient quand tu fais rien. Moi j'appelle ça le daydreaming et quand tu t'autorises à rêver les yeux ouverts, à rêvasser et là tu te dis ok qu'est-ce qui pourrait se passer, etc. Donc voilà, il faut que le truc mûrisse, il faut que les personnages prennent forme finalement aussi parce qu'ils ont chacun leur personnalité et il faut les laisser venir, un peu comme quand t'apprends à connaître quelqu'un. Et donc j'ai écrit toute la trame. Ensuite je me suis beaucoup documentée. Ça c'était la partie vraiment en amont de documentation sur la période, sur l'histoire, sur le vaudou. Donc grosse période de documentation. Et ensuite une fois que c'est prêt, là franchement c'est le plus dur, c'est vraiment rentrer dans le dur, c'est commencer la rédaction, quoi. Et ça c'est vraiment le plus compliqué, surtout que moi j'écrivais quand j'étais vraiment au calme dans le sud de la France chez mes parents, donc finalement de manière assez sporadique, puisque je vis à Paris, que j'ai un job à temps plein et que en ayant passé toute la journée devant mon ordinateur, en rentrant le soir chez moi, je me remets pas devant mon ordinateur pour écrire. Donc c'était vraiment par période assez sporadique quand j'étais au calme. Donc le plus dur pour moi, je pense que c'est de pas avoir eu de formation d'écrivain, parce que ça existe très peu en France en fait. Aux États-Unis, dans toutes les facs, il y a un cursus écriture de romans, mais chez nous non. Et donc pas de formation, pas de méthodologie, pas vraiment personne pour me guider, parce que j'étais aussi très bien dans mon monde, dans mon univers, et j'avais pas forcément envie de demander des conseils ou quoi. Donc ça a été plutôt un processus assez long, assez solitaire aussi. Je réécrirai peut-être pas de deuxième tout de suite. Mais ça a plutôt, le plus dur c'était plutôt de vraiment s'y tenir, m'y remettre. Ouais. Du coup, si dans les auditeurs, il y a des gens qui sont un peu comme toi, qui ont cette idée-là, qui ont cet appel, mais qui peut-être d'ailleurs n'y vont pas en se disant qu'ils savent pas faire, qu'est-ce que tu leur conseillerais? On sait jamais faire quelque chose quand on commence, déjà. Donc il faut pas hésiter à se lancer. Moi je me suis lancée plein de fois au cours de ma vie en commençant des choses et puis finalement en revenant et en trouvant ça nul et en arrêtant. Il y a un moment où on trouve plus ça nul
et on a envie de continuer, et aussi on le doit à nos personnages aussi. Et on le doit à une histoire quand on est vraiment amoureux d'une histoire et qu'on tient énormément à des personnages, bah, on a envie qu'ils existent. Hmm. Ah, c'est beau. Quand tu parles de cette trame qui t'est venue comme une sorte d'inspiration divine, la trame, c'est quoi? C'est l'histoire, c'est le fond de l'histoire, et puis après, t'affines avec les personnages, ou tu as directement, comme si t'avais téléchargé les personnages, l'intrigue, etc. Enfin, jusqu'où ça va en fait cette trame? Bah, la trame, c'est toute la structure, on va dire, du roman. Donc le début, les rebondissements, la fin. Après, les personnages, ils viennent plutôt au fur et à mesure. Au début, c'est plutôt des impressions, quoi. Comme si tu te souvenais d'un rêve. Et ensuite, ça s'affine. Et moi, ce que je trouvais intéressant dans le processus d'écriture, et je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais j'ai pas vraiment eu le syndrome de la page blanche, dans le sens où, bon, bah, je savais où j'allais. Mais au moment de la rédaction, c'est un peu ça le plus compliqué finalement, parce qu'il faut vraiment rentrer dans les détails, il faut poser le contexte, il faut décrire beaucoup de choses. Moi, comme je suis hypersensible, bon bah je suis beaucoup dans le ressenti, et je pense que ça se sent quand tu lis le roman, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, d'impressions, comme si on était un peu plongé dans cet univers-là. Donc finalement, il y a pas énormément de descriptions visuelles, mais c'est plutôt voilà des impressions. Et en fait, au moment de la rédaction, il y avait des moments où je bloquais en me disant bon bah comment je vais de ce point A à ce point B, et qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette scène-là. Et en fait, bah je fermais les yeux et je demandais, j'invoquais mes personnages, je demandais ok maintenant il se passe quoi. Et là j'avais vraiment des visions en fait, des scènes avec j'entendais les dialogues, donc il se passait. Enfin, le processus créatif, ouais, c'était vraiment très très prenant, quoi, très immersif. Ça ressemble, dans mon jargon, hein, qui m'appartient, à de la médiumnité quelque part. C'est-à-dire que tu vas capter alors de l'invisible, là tu te connectes, imaginons, à la conscience de cet objet, ce livre, ces personnages qui ont pris forme, qui ont pris vie, et c'est eux qui te racontent leur histoire en fait. Ouais, en fait, l'état qui permet ça, ce processus que je viens de décrire, c'est un état, aujourd'hui on appelle ça beaucoup l'état de flow, F-L-O-W, qui a été inventé par un psychiatre polonais dans les années 70. Et en fait, c'est un état qui est le processus méditatif, qui est le processus dans lequel se mettent les athlètes de haut niveau quand ils visualisent leurs objectifs, qui est le processus de tous les créateurs, tous les créatifs du monde entier, qui est en fait un état modifié de conscience, clairement. Et donc c'est ce que tu fais en hypnose, c'est ce que je pense que les médiums font quand ils se mettent dans leur état de réception. Et en fait, c'est clairement cet état modifié de conscience qui permet la réception de information, vision, tout ce que tu veux, en tout cas inspiration créative dans mon cas, et dans le cas de tous les créatifs du monde entier, ouais. D'accord, et cet état, il suppose une intention de se mettre dans cet état ou de se connecter? Ou ça vient comme ça? Oui, non, ça, c'est une intention, c'est une démarche. Quand tu te mets en méditation, tu te dis bon bah mon téléphone il est coupé, maintenant je me recentre à l'intérieur de moi, je m'intériorise, et puis ça vient, c'est crescendo en fait. Quand tu commences à écrire dans ton journal, parce que tu racontes une histoire, et d'ailleurs tous les livres, tous les conseils pour développer sa créativité conseillent de se mettre à écrire 3 pages par jour pour commencer. Et en fait ça c'est un entraînement, quoi. C'est un entraînement. Hmm. Est-ce que quand tu écris, des fois, tu as l'impression que ça coule tout seul, entre guillemets, c'est presque un processus inspiré? C'est marrant que tu parles de ça, parce que alors ma réponse va être oui et non. Non, dans le sens où tu l'entends, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va prendre ma plume et écrire à ma place, ou en tout cas je vais pas canaliser qui que ce soit pour écrire à ma place. En revanche, tout à l'heure je disais que j'avais gagné des prix de poésie quand j'étais ado, donc c'était vraiment un peu mes premiers balbutiements en écriture. Et pour le coup, je pratiquais ce qu'on appelle l'écriture inspirée au sens littéraire du terme, qui est un terme. En fait, l'écriture automatique était pratiquée par les poètes surréalistes comme Robert Desnos, qui
laisser leur subconscient parler, on va dire ça comme ça, et finalement faire des associations de mots qui pourraient n'avoir ni queue ni tête, et au final, ce qui en ressortait était ce qu'on appelle un poème en écriture automatique. Et donc c'est ce que je pratiquais quand j'étais ado. Ouais. D'accord. Donc c'est un peu sur le même schéma que tu as pu écrire ce livre? Non. Pour le coup, non. Parce que déjà, ça marche quand tu écris à la main. Là, j'écrivais sur un ordinateur. Et non, là, j'étais vraiment plongée dans mon univers. Ok. Voilà. Combien de temps on met à écrire un livre comme ça? Alors, quand on a un job à temps plein, on met 3 ans. D'accord. Dont 1 an de relecture et écriture. Ok. Ça veut dire que l'histoire, elle se peaufine, sans cesse, tu reviens pour peaufiner C'est ça? Ah ouais, c'est terrible. Et puis alors, quand en plus on est perfectionniste, il n'y a jamais rien qui va et on peut toujours passer dessus et on trouve toujours quelque chose à redire, quoi. Et donc à quel moment tu te dis, allez, ça y est, cette fois c'est fini? Bah, le moment où t'en peux plus. Non, le moment où Tu craques. Déjà, tu trouves un éditeur qui te dit, bah c'est bien, on va le sortir. Et puis non, il y a un moment où oui, tu sens que c'est très abouti et que en fait, t'aurais rien besoin de réécrire. Après, c'est juste du fignolage, des tournures de phrases, de la ponctuation, vraiment des détails, quoi. Mais donc, c'est le moment où il faut que ça sorte, ouais. Ok. Eh bien, merci Clélia pour cet entretien très intéressant et atypique, puisque c'est la première fois que je parle d'un roman, mais vous l'avez compris que c'est vraiment un roman qui m'a beaucoup plu. Clélia, j'aimerais terminer cet épisode en te posant les 2 questions que j'ai l'habitude de poser aux personnes que j'interviewe. La première, sur les influences qui ont pu être les tiennes, des personnes qui t'ont inspiré sur ton chemin ou des livres qui t'ont inspiré. Ah bah, si tes auditeurs veulent une liste de lecture, pour le coup, j'en ai beaucoup. Parce que oui, mon univers est inspiré par pas mal d'auteurs. Il y a eu Isabelle Allende, La Maison aux Esprits. Il y a eu Anne Rice, Le Lien Maléfique. Il y a eu Fanny Deschamps, La Bougainvillée, où c'est vraiment pour le coup une histoire de voyageuse et qui se passe dans les îles. Voilà, c'est un peu mes principales sources d'inspiration, ouais. Ok, merci. Donc la dernière question, pour toutes les personnes qui s'éveillent à cet invisible, à cette compréhension un petit peu de ce champ subtil qui peut nous entourer, est-ce que tu as un conseil pour aborder ça de manière sereine? Bah alors pour le coup, sereine égale pragmatique pour moi. Tu l'as compris. Non, je pense que le plus important, c'est d'apprendre à s'écouter et à écouter la petite voix qui est à l'intérieur de nous, parce que finalement, c'est celle qui nous trompe jamais. Savoir bien s'entourer et pas croire tout ce qui est nouveau, brillant et sur les réseaux sociaux. Et donc, Léa, pour terminer, si on souhaite se procurer ton livre, comment on fait? Eh ben, il est disponible à la commande chez votre libraire préféré ou à la Fnac. Vous pouvez le commander sur la Fnac, mais les petites librairies de proximité ont besoin de tout notre soutien. Et oui, tu as bien raison de le dire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller chez votre libraire et à parler du livre, à le commander. Merci beaucoup Clélia encore et merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre écoute fidèle.